Aujourd'hui encore, j'ai passé plus de 20 minutes à peu près devant un message pour savoir si je devais l'envoyer ou pas l'envoyer. Et à chaque fois, j'ai fini par douter de moi parce que je me disais non, je dis peut-être pas la bonne chose ou non, c'est peut-être pas adapté ou non, je sais peut-être pas assez bien. Et au final, je l'ai pas envoyé ce message. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Where is She. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur de décevoir et surtout on va la décortiquer en comprenant pourquoi est-ce qu'on a aussi peur de décevoir, mais surtout comment s'en libérer parce que je pense que c'est un problème et surtout une peur qui touche énormément de personnes de notre génération actuelle, d'où le fait que c'est important qu'on en parle. Et à la fin de cet épisode, vous saurez exactement en quelque sorte comment on peut s'en libérer ou en tout cas essayer de s'en libérer. Mais dans tous les cas, dans cet épisode, je suis pas là pour non plus avoir une vérité qui est universelle ou vous promettre que ça va absolument marcher. C'est juste l'objectif de tout simplement essayer de vous aider, encore une fois. Et voilà. Donc commençons. Dans un premier temps, on va déconstruire le mythe. Donc déjà, pourquoi est-ce que cette peur-là, elle est universelle? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver à avoir peur de décevoir? Donc à chaque fois, maintenant vous le savez, au début des épisodes, je reprends l'exemple de Torg, notre homme de Cro-Magnon. Mais en réalité, c'est assez intéressant de se pencher là-dessus parce que je pense que la peur de décevoir, elle est venue avec le fait aussi que l'être humain veuille appartenir au groupe. Et l'appartenance au groupe, justement, elle a commencé à se former à partir du moment où on a commencé à vivre dans des sociétés. Et cette peur-là, donc en apprenant à vivre avec les autres, en parlant avec les autres, en avançant avec les autres, je pense qu'elle s'est en quelque sorte instaurée. Et en fait, plus le temps passe et plus elle devient de plus en plus importante parce que l'être humain, il est sans cesse en évolution, il est sans cesse en train de réfléchir à comment s'améliorer. Et finalement, les peurs, elles deviennent de plus en plus aussi liées à la réflexion et liées au mental. C'est plus vraiment des peurs parce que on risque de se faire manger par un prédateur ou autre, mais c'est vraiment des peurs maintenant qui sont liées à la vie en société, liées à l'autre. Donc je pense que ouais, la peur en tout cas, de décevoir, elle est venue du fait que l'homme, maintenant, il vit en société et que plus on est proche de nos pères, plus on va avoir cette peur-là de pas être à la hauteur ou qu'un jour, ils partent. Et cette peur de décevoir, elle va être liée à la peur du rejet ou la peur de l'abandon. Donc oui, en fait, si on regarde la peur de décevoir, elle était liée à la peur du rejet. Et rien que le rejet, ça a toujours existé et c'était très très important en fait. Parce que si on regarde à la préhistoire, être rejeté de son groupe ou de la cité dans laquelle on vivait, ou même du village, enfin peu importe comment on l'appelle, finalement c'était un peu un danger de mort. Parce qu'on se retrouvait seul dans la nature face aux prédateurs, on avait de grandes chances de mourir. Alors qu'aujourd'hui, la peur du rejet, elle va passer par le regard des autres et le fait que ils vont sûrement nous juger, on va peut-être pas correspondre à leurs valeurs ou autre. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est au contraire nul ou quoi que ce soit. Mais non, c'est juste le rejet que les autres ne vont avoir envers nous parce que on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes valeurs et c'est OK parce que l'être humain au fur et à mesure du temps, il a évolué, il s'est construit et chaque individu est unique qui fait qu'on peut pas être accepté de tous. Sauf que le rejet à l'époque, c'était en fait un vrai danger mortel parce qu'on pouvait se faire tuer par un prédateur. Et aujourd'hui, c'est plutôt un rejet qui peut aussi être mortel quand ça prend des proportions énormes, mais c'est un rejet qui va être réalisé par les autres parce qu'on ne partagera pas les mêmes valeurs ou qu'on s'entendra pas sur certains sujets. Et aujourd'hui, en fait, il y a des études qui ont été menées et qui ont prouvé que le rejet en fait social, finalement, il va correspondre à la même douleur physique qu'on pourrait ressentir lorsqu'on se fait mal. Ça, c'est quand même assez dangereux parce que quand on est en train de rejeter quelqu'un, de rejeter une personne, finalement, on est en train de lui faire mal et elle a mal au point que ce soit la même douleur qu'une douleur physique. Donc ça, faut quand même réfléchir un peu à ce qu'on fait avant de rejeter quelqu'un et se poser des questions à ce sujet parce qu'une personne peut très très mal le vivre et peut tourner en boucle là-dessus et on se rend pas compte en fait de à quel point le rejet peut détruire quelqu'un mentalement, peut détruire justement cette personne et remettre toute sa vie en question juste parce qu'elle s'est faite rejeter par une seule personne ou par un groupe de personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en fait une faiblesse, c'est juste que c'est biologique
et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du 21e siècle, ça date de la préhistoire. Donc le rejet, c'est vraiment, et la peur de décevoir, finalement, elle a quand même un peu une cause qui est universelle, elle a un peu quand même une histoire qui date pas d'aujourd'hui et en réalité, elle a toujours existé. La peur de décevoir en elle-même, elle a évolué, mais la peur du rejet, elle a toujours été présente. Et en fait, je pense que dans la peur de décevoir, il faut vraiment nuancer quelque chose qui est crucial, c'est le fait de vouloir bien faire qui est totalement sain et le fait d'avoir peur de décevoir qui là va nous paralyser parce que quand on veut bien faire, c'est-à-dire que quand même on va veiller à faire en sorte que les choses soient en tout cas ou alors qu'elles correspondent à nos attentes. Alors que quand ça va vraiment être la peur de décevoir, ça va limite nous empêcher de réaliser certaines actions et ça va nous paralyser. Et ça, justement, c'est compliqué parce que finalement, l'intention derrière, elle est bloquée dans le sens où on va se dire, bon, je veux contribuer, je veux apporter ma pierre à l'édifice, mais par contre, je dois éviter le rejet à tout prix. Donc, pour soit l'éviter, je ne fais rien et tant pis, je n'apporte pas ma pierre à l'édifice, soit je fais tout pour correspondre aux autres et elle sera pas comme moi je pensais qu'elle aurait pu être, tout simplement. Si on prend un exemple de ça, préparer un bon repas pour, imaginons, on reçoit des amis, on veut préparer un repas et on va donc se mettre à y réfléchir. Et en fait, autant préparer le repas, c'est quelque chose de sain parce que, ben, on veut juste bien faire et on va y porter l'attention qui est nécessaire et dont on a envie, autant passer 3 jours à stresser parce que, ben, en fait, on sera sûr et certain que ce ne sera jamais parfait, là, c'est plutôt quand même la peur de décevoir et on est paralysé par ça. D'où le fait que c'est quand même important d'essayer de distinguer les deux et quand on n'ose pas faire quelque chose, essayer de se poser la question: «Est-ce que là je cherche juste à contribuer ou est-ce que je veux juste éviter le rejet à tout prix? Auquel cas, je peux essayer de faire d'autres choses pour éviter de me faire rejeter ou en tout cas ne plus avoir peur du rejet». Et en fait, par rapport à la peur de décevoir, on va se rendre compte que plus on essaie de plaire au monde, plus on essaie de plaire à plusieurs personnes, plus en fait on va se diluer nous-mêmes au point de ne plus avoir une vraie version ou de ne plus savoir vraiment qui on est. C'est-à-dire que en fait, on essaye tellement de se conformer aux autres que finalement on s'oublie. On s'oublie nous-mêmes. Et résultat des courses, finalement, on finit pas par décevoir les autres, on finit par se décevoir nous-mêmes en se disant, mais en fait, là, j'ai essayé de tout faire pour satisfaire les autres, mais finalement, en fait, ça n'a rien changé. En fait, ça n'a rien changé. Enfin, je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas heureuse avec moi-même parce que je me suis trop diluée pour les autres. Et en fait, on devient un peu comme de l'eau tiède. On ne marque personne, mais on est plutôt agréable pour tout le monde. Et je pense que vraiment devenir de l'eau tiède, c'est pas amusant parce que, OK, on essaye de ne pas décevoir, on essaye de ne pas être rejeté, mais finalement on se déçoit nous-mêmes. Et se décevoir nous-mêmes, c'est compliqué quand même. Maintenant qu'on a établi la base universelle de la peur de décevoir, on va parler de comment est-ce qu'on va pouvoir le reconnaître, comment ça se manifeste au quotidien. Donc dans un premier temps, on va avoir par rapport à la peur de décevoir, le oui automatique. C'est-à-dire qu'avant même qu'on nous ait posé une question ou avant même d'avoir eu tous les éléments, on va dire oui juste pour faire plaisir à l'autre. Parce qu'on veut pas le décevoir ou parce qu'on veut pas que la vision que l'autre a sur nous change. Donc on va par exemple accepter un projet on n'a pas le temps de traiter, on va accepter des tâches qu'on n'a pas le temps de faire, juste parce que on a peur de dire non. Ou alors on dit absolument oui. On dit oui avec plaisir pour un événement où on ne veut pas aller. Ou alors on dit ouais carrément je suis grave partant. Alors qu'en réalité t'es tout sauf partant, t'as envie de faire totalement autre chose. Et finalement ça t'amène à ce regret immédiat qui est pourquoi est-ce que j'ai dit oui. Et là, tu t'interroges sur toi-même, tu te dis: «Non, mais en vrai, c'est pas grave, au pire, je dirai non la prochaine fois ou je repousserai la prochaine fois». Puis la première fois, tu refuses pas. La deuxième fois, tu refuses pas. La troisième non plus, la quatrième non plus, la cinquième, ainsi de suite. Et finalement, tu continues à dire oui et à te décevoir toi-même. Ensuite, on va avoir les réseaux sociaux qui vont rentrer en jeu. Vouloir absolument poster quelque chose qui est parfait, ou alors supprimer un post et le republier une nouvelle fois parce qu'on se dit bon là c'est un peu mieux alors qu'en vrai on a juste changé la taille de la typographie. Ou alors on va angoisser par rapport au nombre de likes, de vues, de commentaires, de partages, alors qu'en vrai tout ça on s'en fiche. C'est pas une question de décevoir, c'est une question d'aimer ce qu'on fait tout simplement. Et en fait la comparaison elle est constante. Et il y aura un épisode d'ailleurs qui va sortir sur la comparaison, mais c'est là où on se rend compte que avec les réseaux sociaux, bah, la peur de décevoir aussi, elle a été accentuée parce que justement, on a peur de décevoir.
et qu'aussi on se dit qu'on n'est pas forcément assez bien. Donc on se compare aux autres et on se dit: «Oh waouh, lui ce qu'il fait, c'est bien, lui ce qu'il fait, c'est magnifique, c'est parfait», alors que pas du tout. Ensuite, on va avoir la surpréparation qui est un peu paralysante, c'est-à-dire que pour préparer un email qui fait même pas 5 lignes ou pour dire merci beaucoup dans un mail, on va y passer 3 heures parce qu'on a peur que ce soit mal interprété ou qu'on se dit non mais là peut-être que je l'ai mal écrit ou là peut-être que c'est pas bon ou etc. Et finalement, quelque chose, une tâche qui peut prendre genre 5 minutes, finalement ça en prend 3 et finalement après on finit par plus procrastiner que autre chose parce qu'on se dit que dans tous les cas, le résultat, il ne sera jamais assez bon. Et après, ça nous amène à la question, bon, dans tous les cas, je commencerai quand je serai prête. Mais en fait, quand est-ce que tu seras prête? Ou quand est-ce que tu seras prêt? Et ce moment, en fait, si t'attends d'être prêt pour faire les choses, ça arrivera jamais. Donc la surpréparation aussi à quelque chose, c'est paralysant. Parce que tu ne fais plus vraiment les choses de toi-même, tu ne fais plus les choses en te disant, bon, allez, là, pourquoi pas. Après, dans la peur de décevoir aussi, on va avoir les excuses. S'excuser d'exister, s'excuser de dire et s'excuser à chaque fois en disant: «Je suis désolée de te déranger, mais oh pardon d'avoir mis du temps, je suis désolée. Oh non, désolée d'être triste, en colère. Honnêtement, je suis désolée de ressentir des choses aussi intenses. Je suis désolée de» en fait, tu dis désolée 47 fois par jour et finalement ça change rien. Tu continues en fait de dire: «Oh non, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée», mais en fait, t'as pas à être désolé d'exister, t'as pas à être désolé d'essayer de vivre, t'as pas à être désolé parce que t'as mis plus de temps que prévu sur une tâche. Si t'as besoin de mettre du temps, tu mets du temps et tu vas pas décevoir l'autre parce que tu mets du temps. À un moment, tu fais les choses à ton rythme, donc l'autre, il est personne pour juger si tu mets du temps à répondre ou si tu le déçois parce que tu fais pas assez, les choses, on va dire. Tu fais pas les choses assez vite, tu fais pas les choses assez bien, tu fais pas les choses comme il l'espère. Mais d'accord, au pire, tu le déçois. Mais toi, tu te déçois pas toi-même. Alors pourquoi est-ce que ça aussi, ça arrive à être un des critères de la peur de décevoir? Puis ensuite, on va avoir plusieurs autres choses, comme par exemple éviter les conversations difficiles ou alors éviter aussi la manière dont notre corps va nous parler. Par exemple, pour éviter les conversations difficiles, ça va être laisser toutes les tensions s'accumuler. Même quand une personne, elle est pas bonne pour nous, on va juste la laisser comme ça, se dire bon, bah dans tous les cas, ça passera tout seul ou alors ça ira mieux avec le temps, alors qu'en réalité, non, ça ira jamais mieux avec le temps. Et après, si t'en parles pas directement, tu vas te dire mais pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt et tu te seras déçu toi-même et même l'autre tu vois il sera un peu en mode ouais elle m'a déçu parce qu'elle m'en a pas parlé, elle a pas osé m'en parler alors que finalement enfin tu fais comme t'as envie et pareil pour les signaux physiques, enfin à partir du moment où tu commences à être fatigué, que t'as des tensions musculaires ou même que t'as des problèmes digestifs, tu sais que généralement la peur de décevoir elle commence quand même à parler ou que en tout cas il y a une peur qui s'est bien installée par rapport aux autres et que tu sais pas quoi faire pour la traiter ou pour te sentir mieux par rapport à ça. Alors j'ai une petite question pour vous au milieu de ce podcast. Combien, parmi tous les signaux que j'ai évoqués auparavant, vous avez déjà ressenti au moins une fois? Et en fonction, si vous les avez déjà ressentis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si au contraire vous avez eu aussi d'autres signaux par rapport à la peur de décevoir, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, la troisième partie en quelque sorte de ce podcast, c'est se demander en quelque sorte d'où est-ce que ça vient vraiment. D'où est-ce que la peur de décevoir, elle est apparue? Hem, Par exemple, on va avoir, les racines dès l'enfance, dans le sens où l'amour conditionnel, il va apparaître en mode: «Je suis fière de toi quand tu réussis. Je suis fière de toi quand tu t'excuses. Je suis fière de toi quand tu es sage. Je suis fière de toi, par rapport à ça» et en fait, l'enfant, il va un peu assimiler en mode: «OK, bon, bah, ma valeur, c'est ma performance, donc si je suis pas performant, je vais décevoir mes parents et finalement, je vais pas être quelqu'un de bien ou alors ils vont arrêter de m'aimer, ils vont me rejeter et cetera. Et en fait, ça crée en quelque sorte des attentes qui vont être implicites. Par exemple, être sage, ne pas faire de vagues. Si je suis sage, je vais pas être rejetée, ils vont pas me gronder et finalement, je vais pas les décevoir, donc tout ira bien. Sauf que si je ne suis pas sage, là, ça va être tout l'opposé et finalement, ça va très, très mal se passer. Et en fait, je pense que c'est important aussi d'établir des nuances dans le sens où, ben, parfois, en fait, c'est pas de la malveillance parentale, je dirais. C'est juste qu'en fait, on reproduit même des schémas que nos parents, ils ont réalisés avec nous.
En fait, c'est juste que je pense que nos parents, ils reproduisent un peu les schémas qu'ils ont vécus quand ils étaient petits et ainsi de suite pour, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents et cetera. Et en fait, c'est même pas conscient, c'est juste de la maladresse et quand on dit à un enfant: «Oui, je suis fier de toi parce que tu as réussi ça», bah, indirectement, tu as envie que plus tard, tes parents, ils soient fiers de toi. Tu as envie que pour la moindre chose que tu vas faire, les personnes avec qui tu es soient fiers de toi. Et finalement, après, ça va te créer une attente indirecte que si cette performance, elle est importante, que si tu as bien performé, les gens, ils vont être fiers de toi, donc t'as pas de raison de les décevoir. Par contre, à partir du moment où tu sors un peu des cases ou que tu sors un peu du lot, là, oui, tu vas commencer à peut-être les décevoir ou au contraire, créer une incompréhension chez eux qui fait qu'ils pourraient peut-être te rejeter. Et en fait, c'est aussi un peu cette manière-là où on va le relier aussi à l'école, dans le sens où à l'école, le système éducatif, il va être basé sur les notes. Si t'as 20, c'est que t'es un bon élève. Si t'as 5, c'est que t'es pas forcément un bon élève. Et en fait, la peur de l'erreur, elle est créée dès le plus jeune âge chez l'enfant, qui fait que quand tu fais une erreur, allez, on va dire que tu as eu 5 en maths, bah en fait, tu sais que le 5 en maths, derrière, va falloir l'expliquer à tes parents. Et que derrière, tu vas les décevoir parce que tu as eu 5 en maths. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que tu as eu 5 en maths que tu les déçois, c'est pas parce que tu as échoué que tu vas les décevoir encore et encore, pas du tout. Au contraire, mais en fait, le système éducatif, il nous apprend dès le plus jeune âge que l'erreur, c'est une mauvaise chose et que on est obligé de tout réussir du premier coup pour avoir des bonnes notes. Alors que pas du tout. C'est en faisant des erreurs, au contraire, qu'on apprend, qu'on s'améliore. Donc ce système de notes-là, il n'est pas forcément bénéfique parce qu'il crée plus de peur et de mal-être chez les enfants que, au contraire, il tire vers le haut. Et aussi, ça pousse les élèves à se comparer dans le sens où on va dire, bon, bah, par exemple, Sarah, elle a eu 20, Emeline, elle a eu 5. Et Emeline, du coup, elle va se dire, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi Sarah, elle a 20 et moi j'ai 5? Et après, elle va se comparer. Et les parents, quand ils vont te demander, d'accord, pourquoi t'as eu 5, c'est quoi la moyenne de la classe, c'est quoi la meilleure note? Bah, tu vas dire, bon, bah, la moyenne de la classe, elle est à 12 et la meilleure note, c'est 20 par Sarah. Et tes parents, indirectement, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que t'as pas au moins la moyenne avec les autres? Et indirectement, tu vas aussi te faire comparer. Et même si, en soi, le système de notes, il était là pour essayer de pousser l'élève à mieux faire et à faire un peu comme un feedback qui est permanent, en réalité, ça le détruit plus mentalement parce que on a peur de décevoir et à chaque fois qu'on rentre chez nous, on a avec une mauvaise note, il y a cette boule au ventre en mode qu'est-ce que mes parents ils vont dire? Est-ce que je vais les est-ce que qu'est-ce que mes parents ils vont dire? Est-ce que je vais les décevoir? Parce que quand on assimile dès le plus jeune âge que la fierté, elle est assimilée à la performance de l'enfant, alors derrière, on va aussi se dire bon bah si s'il réussit pas, s'il fait pas une bonne performance, bah, on n'est pas fier de lui. Et dans l'esprit d'un enfant, ça va s'ancrer comme ça. Il va pas juste se dire, bon, j'ai le droit de faire une erreur ou autre. Non, c'est juste que ça s'ancre comme ça parce que un enfant, ça va pas chercher non plus midi à 14 heures. C'est juste, on lui dit quelque chose, il va l'assimiler. On lui dit au contraire que c'est pas grave, par exemple, parce qu'il a eu une moins bonne note et qu'il a le droit de faire des erreurs. Ça va aussi avoir plus tard une bonne répercussion dans le sens où il se dira, bon, c'est pas parce que j'ai eu 5 que je suis un échec, que je vais jamais réussir. Non, au contraire, je peux m'en sortir, ça va bien se passer. Ensuite, on va avoir, bah, comme je l'ai dit aussi précédemment, l'ère des réseaux sociaux. Encore une fois, on y revient, mais la vie des autres, en fait, finalement, bah, l'algorithme, il va favoriser la perfection, c'est-à-dire que aussi, ça va un peu créer cette validation sociale et quantifiable avec des likes, des followers, et sur les réseaux sociaux, surtout, on va avoir cette peur de manquer, cette fear of missing out, la FOMO. Et cette peur de manquer, c'est-à-dire que si on se rend pas à un événement, ben on va avoir peur de le manquer et finalement on va se dire bon bah je l'ai manqué, j'ai sûrement déçu les gens qui s'attendaient à ce que je sois là. Alors qu'en réalité, faut arrêter d'avoir peur du rejet ou d'être rejeté publiquement parce que c'est inscrit dans la culture, faut arrêter cet aspect-là. D'accord, moi-même j'ai peur du rejet, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans notre société actuellement et vraiment cancel cette culture de parce que tu te rends pas quelque part ou que tu fais pas quelque chose pour les autres, tu les déçois automatiquement et tu vas automatiquement être rejeté, alors que pas du tout. C'est pas parce que tu fais pas un truc que tu vas être rejeté, c'est pas parce que tu choisis de dire non que tu vas être rejeté. Mais on a un souci, en fait, dès l'enfance, on inculque même à nos enfants de tout le temps dire oui, etc. Mais il faut aussi apprendre à dire non. Il faut aussi nous apprendre à justement dire non quand on veut pas. C'est ok de dire non. Il n'y a pas de mal à dire non.
Ensuite, il va y avoir un syndrome de l'imposteur qui va se créer, dans le sens où dès qu'on va réussir quelque chose, on va se dire: «Non, mais en réalité, j'ai peut-être juste eu de la chance», alors que tu as passé 4 heures et tout un week-end et des mois à travailler sur ton projet et tu as juste eu de la chance. C'est pas de la chance, tu as le droit d'être fier de toi. Tu as le droit de te dire: «Oui, bon, bah, là, j'ai travaillé pour, je mérite les résultats que j'ai obtenus». Et que les autres, ils soient contents, pas contents et cetera, ce n'est pas mon problème parce que je n'ai pas déçu qui que ce soit, je ne me suis pas déçue moi-même. Et si les autres ils sont déçus parce que eux ils n'ont pas gagné mais que toi tu as gagné, tu te déçois pas toi-même. Ce qui compte c'est pas de se décevoir soi-même. À partir du moment où on se déçoit soi-même, ça crée même une lassitude envers soi et on se dit bon, dans tous les cas, pourquoi faire? Énorme flemme, non. Bah, j'en ai marre d'être avec moi, mais en même temps, je peux pas quitter mon corps. Vous voyez un peu là où je veux en venir? Et en fait, ouais, ça peut aussi créer un syndrome de l'imposteur quand justement on réussit ce qu'on fait. Mais en fait, personne ne voit les énormes heures que tu as travaillé pour réussir quelque chose. Personne ne se rend compte de tous les sacrifices que tu as fait, de toutes les sorties que tu aurais pu faire, de toutes les soirées que tu aurais pu faire, de tous les moments en famille que tu aurais pu passer pour justement arriver à ta réussite actuelle. Personne ne le voit, donc c'est facile de juger. C'est facile de dire ah ouais tu m'as déçu parce que t'as pas réussi quelque chose. Ouais je suis très mécontent de toi parce que t'as pas respecté ce que je t'avais dit. Oui d'accord, mais en attendant ça m'a pas empêché d'en arriver là où je suis. Donc que tu sois content, pas content ou que je t'ai déçu ou non, en réalité. Ensuite il y a plein d'autres aspects bon qui vont justement dire un peu d'où est-ce que cette peur-là vient. Mais là, on va aussi parler en fait de tout simplement qu'est-ce que la peur de décevoir, elle va engendrer. Parce que je pense que c'est ça qui est vraiment important et perspicace dans tout ça. Et c'est ça aussi qui peut justement aider à s'en sortir. Donc on va parler de tout ça. Et voilà. Donc oui, en fait, la peur de décevoir, elle a un coût qui va être assez caché, dans le sens où déjà, ça va en fait nous créer des relations qui sont assez superficielles, dans le sens où personne ne va connaître le vrai nous, on va porter un masque en permanence, où en fait, au milieu d'une foule, on va paraître au lieu d'être, et en fait, les gens, ils vont apprécier le personnage, mais pas la personne. C'est-à-dire qu'on a beau avoir 500 amis, mais si personne ne nous connaît vraiment, si on n'a personne à qui parler vraiment, à quoi ça sert d'avoir 500 amis autour de nous? En fait, c'est comme un peu cette citation, on dit que les amis, ça se compte sur les doigts d'une main, mais en vrai, c'est la vérité. On n'a pas besoin d'avoir 46 000 personnes autour de nous, tant qu'on a juste deux vraies bonnes personnes qui sont là dans nos moments, qu'on soit bien, pas bien, et qui nous aiment pour qui on est, pas pour ce qu'on est ou pas pour le personnage qu'on a créé. Et le fait aussi d'avoir peur de décevoir, ça va aussi nous conduire dans un burn-out qui est un peu émotionnel, dans le sens où en fait, on va s'épuiser à vouloir maintenir une façade qui n'est pas la nôtre. On va aussi ne plus avoir d'énergie pour soi parce qu'au fond, on va se perdre en se disant bon bah tiens, là je vais faire quelque chose qui ne me ressemble pas, mais en fait si ça te ressemble pas, pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et le dimanche soir, en fait, on va se dire ok bon bah je vais me recharger, je vais passer du temps avec moi, je vais essayer de ouais recharger mes batteries. Bah en fait elles sont déjà vidées parce que tu continues de maintenir un masque qui n'est pas le tien. Tu continues d'être une personne qui n'est pas toi. Et en fait, les batteries sociales, du coup, et tes propres batteries, elles sont toujours épuisées parce que t'es pas qui tu veux être, t'es pas qui tu es, t'es pas la personne que tu es au fond de toi. Et en fait, le plus important, je pense, c'est d'être surtout aligné avec toi-même. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime la foule, pourquoi est-ce que tu te forces à vouloir être absolument avec énormément de monde? Pourquoi est-ce que tu te forces à être entouré? Pourquoi est-ce que tu te forces à vouloir absolument établir un énorme contact avec les autres? Et aussi, on va créer des sentiments, en fait, qui sont refoulés dans le sens où dire oui, ça va créer de la frustration, et cette frustration, elle va se transformer en colère jusqu'au jour où cette colère, elle va se répercuter injustement sur les autres ou contre soi-même, et on se dira bah, en fait, mince, j'ai passé trop de temps à paraître et je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux faire, je ne sais plus quoi faire. Ou même les autres, ils vont se dire: «Mais pourquoi elle s'énerve comme ça? Enfin, ça lui ressemble pas, c'est pas elle habituellement, je comprends pas là». Alors qu'en réalité, si tu es toi-même dès le début, bah, si tu exploses de colère, tu de colère. Les gens, ils savent que ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde d'être énervé.
quelle est ma vie actuellement? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Donc, tu te poses en même temps la question de qui tu as peur de décevoir, mais en même temps tu perds ton authenticité. Et c'est ça en fait, je pense, le plus difficile, parce que comment continuer dans une vie qui n'est pas vraiment celle qu'on veut mener et avec laquelle on ne peut pas être nous-mêmes? Sachant que en plus, plus on a peur de décevoir et qu'on essaie de ne jamais décevoir, plus on a de chances que ça se produise et qu'on déçoive les gens, car c'est impossible de tenir sur le long terme un masque, car forcément à un moment il va se passer quelque chose qui fait que ce masque il tombera, qui fait que on va craquer, qui fait que la déception envers les autres elle va être encore plus grande. Donc peut-être que ça fait mal de décevoir un tout petit peu une personne plutôt que d'accumuler encore et encore et encore jusqu'à qu'on déçoive pour le reste de notre vie la personne. Et enfin, bah, va aussi y avoir l'impact sur toute, cette, santé mentale, sur notre santé mentale, avec le fait qu'on va avoir une anxiété chronique, on va avoir des dépressions liées à notre perte d'identité, à la perte de soi-même. On va se dire: «Mince, je suis perdu avec moi-même, je sais plus quoi faire». Notre estime de nous, elle va être au plus bas parce qu'on n'arrive même plus à se retrouver ou se reconnaître sur qui on est et ce qu'on veut faire. Et en fait, on est un peu dans ce cercle vicieux. On va mal, mais en même temps, on continue de faire des actions qui, nous fait nous sentir encore plus mal, qui fait que finalement on n'arrive pas à s'en sortir. Donc tout ça, ça a un énorme impact sur notre santé mentale, mais en plus ça peut aussi nous faire manquer des opportunités, car plus on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, plus on se dit qu'on va automatiquement décevoir les autres. Imaginons, ben, on aurait pu prendre un poste qui nous plaisait absolument, mais on s'est dit non, je risque de décevoir les autres. Bah, on peut passer à côté de la vie qu'on aurait aimé mener, mais qu'en réalité on ne mènera jamais, juste à cause de la peur de décevoir. Et je pense que ça aussi c'est important de le souligner, parce que quand on veut faire absolument quelque chose, c'est qu'il faut le faire. Quand on le sent au plus profond de nous, c'est aussi qu'il faut le faire. Et maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va se sortir de tout ça? Comment est-ce qu'on va se sortir de la peur de décevoir? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que c'est bien beau d'énoncer depuis le début que tout le monde y fait face, etc. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut éviter de encore s'auto-saboter et de encore continuer à vouloir se fondre dans une masse qui n'est pas la nôtre? Donc déjà, dans un premier temps, j'ai trouvé un peu en faisant des recherches des choses, mais aussi sur mon vécu personnel. Et en fait, on peut faire des petits exercices au quotidien dans le sens où pendant 10 secondes ou même 1 minute, on va oser être imparfait. Dans le sens où, par exemple, on va envoyer un message avec une faute qui dit je ne sais pas, ou on va poster une photo qui est pas retouchée, ou on va faire en fait des choses qui finalement ne sont pas parfaites, mais où ça va nous aider à prendre du recul et nous dire bon bah ok, là c'est pas parfait, mais j'ai réussi. On peut aussi s'entraîner à dire non pour des choses qui sont à faible enjeu. Un truc tout bête, mais t'as pas envie de manger un cookie, tu peux dire non. Tu peux commencer à décliner cette offre-là, à décliner ce cookie-là. T'as envie de te faire une soirée tranquille, tu peux dire non, ce soir je suis vraiment fatiguée, je préfère ne pas y aller, c'est gentil de m'avoir proposé, etc. Mais en fait, juste le fait d'apprendre à dire non pour des petites choses, finalement, ça t'aide à gagner en courage, gagner en confiance et à apprendre à dire non pour bien plus de choses. Ensuite, revoir aussi un peu sa manière de voir les choses et changer le je déçois en je pose mes limites. C'est pas parce que je pose des limites que je vais décevoir la personne. Quand tu poses des limites, en fait, tu prends soin de toi, tu te déçois pas, tu es fidèle à toi-même et tu apprends enfin à te dire non, je ne suis pas coupable parce que je pose mes limites. Non, je ne déçois pas parce que là, je pose des limites qui sont saines pour moi et je fais les choses en accord avec moi-même. Et quand tu poses tes limites, plus tu poses de limites avec les autres, plus finalement tu te rends compte que en tant qu'individu, tu as le droit d'exister, t'es pas obligé de te justifier pour tout. Tu peux juste te dire, bon bah là, j'ai posé ma limite, ça me va très bien, c'est parfait. Impeccable, j'ai plus rien à dire, je ne culpabilise pas d'avoir dit non à ce projet parce que j'ai déjà mon emploi du temps qui est bloqué et qui est plein à bloc. Non, j'ai dit non, je ne suis pas coupable. C'est pas parce que l'autre il a pas le temps de s'en occuper parce que déjà son emploi du temps il explose que c'est à moi encore de rattraper l'erreur des autres. C'est à moi de justement sacrifier encore plus mon temps qui est déjà bloqué et qui est déjà plein juste parce que l'autre n'a pas aussi le temps de le faire. À un moment, si les tâches ne t'appartiennent pas, c'est pas à toi de les faire. Ça, c'est mon état d'esprit. Après, vous me dites, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais si c'est pas des tâches qui te correspondent ou qui sont pour toi, et qu'on a attribué à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à toi de faire le travail des autres. Et si on te dit oui, mais t'aurais pu m'aider, tu peux tout simplement dire oui, mais moi-même j'ai mon emploi du temps qui est complet.
je n'ai pas le temps de pouvoir me mettre sur cette tâche-là, je n'ai pas le temps de faire le travail à ta place. Donc à un moment, c'est aussi à toi de prendre tes responsabilités, mais ce n'est pas à moi de culpabiliser parce que je n'ai pas de temps à faire des projets qui sont à toi et qui ne sont pas à moi. D'accord? Et en plus, tu es responsable de tes intentions, tu es en fait, une chose qui est vraiment importante à se rappeler et tout le temps penser, c'est que tu es responsable de tes intentions, de toi, ce que tu veux faire, mais tu vas pas être responsable de la réaction des autres. Si quelqu'un réagit mal parce que tu as dit quelque chose qui pourtant, toi, te semblait bien, dans le sens où tu te dis, mais en fait, j'ai pensé que pour ce projet-là, ça aurait pu être intéressant de pourquoi pas adopter ce point de vue. Et à côté de ça, t'as ce mec relou en réunion qui dit non, mais ton idée c'est grave de la merde, je comprends pas pourquoi tu dis ça, ça a aucun rapport avec le projet. En soi, t'as juste soumis une proposition, t'as juste, par exemple, soumis une intention, t'as pas dit que ça allait être adopté ni rien, t'as pas pu prévoir la réaction de Jean-Pierre qui te dit ça. Et si Jean-Pierre choisit de réagir à toutes les propositions avec de la colère, ce n'est pas à toi de dire mince, je déçois Jean-Pierre. Non, c'est à lui de se remettre en question. C'est pas à toi de te remettre en question parce que justement, dans tous les cas, je pense que c'est une chose qui est la plus importante avec la peur de décevoir, c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, tu finiras toujours par décevoir quelqu'un et c'est ok. Donc, quoi qu'il arrive, le mieux c'est de rester fidèle à toi-même parce qu'au moins tu sais que tu te décevras pas toi-même. Et je pense que la pire déception dans tous les cas qu'on peut avoir dans une vie, c'est de se décevoir soi-même. Ensuite, on va avoir communiqué avec bienveillance, c'est-à-dire que, imaginons, tu fais face à une situation où t'as ton amie, Jessica, qui va te dire oui, j'ai vraiment ça qui est important pour moi, etc. Et je sais pas comment faire, mais en même temps, j'ai besoin de ton aide. Et imaginons, toi, tu n'es pas disponible. Tu peux reconnaître le besoin de l'autre, lui dire je comprends que c'est vraiment très important pour toi, mais derrière, tu peux lui dire un non qui est clair, dans le sens, je comprends que cet anniversaire, il est très important pour toi parce qu'en plus tu ne connais personne et qu'on t'a invité. Mais personnellement, ce week-end-là, je ne vais pas pouvoir, je ne suis pas disponible. Si ça avait été un autre moment, j'aurais pu t'accompagner, mais là, je ne vais pas être en mesure de pouvoir venir avec toi à un anniversaire où toi, tu ne connais personne. Et en fait, tu vas juste dire ta vérité, à la fois calmement, tu vas pas t'excuser, tu vas pas dire de mensonges, tu poses juste ta limite, tu te dis, si ça avait été un autre week-end, oui, j'aurais pu t'accompagner, mais là, ce week-end, je ne peux pas parce que j'avais prévu, par exemple, de prendre du temps pour moi, et c'est pas parce que tu prends du temps pour toi que tu vas décevoir la personne et que tu vas l'abandonner. Non, t'as droit aussi de t'accorder des moments pour passer du temps avec toi et te recentrer. Et justement, imagine, toi, à 80 ans, ok, t'as passé en fait le reste de ta vie à tout faire pour pas décevoir les autres. Est-ce que, au fond, à 80 ans, tu te dirais pas, est-ce que tout ça c'était vraiment important? Est-ce que ça comptait vraiment? Et est-ce que j'ai bien fait de mener ma vie à essayer de plaire à tout le monde pour être respectée? Moi, personnellement, si je m'imagine à 80 ans, honnêtement, je serais pas là à essayer de plaire à tout le monde ou à être respectée. Et c'est là où ça me permet d'arriver au point suivant, c'est essayer de te recentrer dans le sens où est-ce que à 80 ans, tu te diras oui, j'ai bien fait d'essayer de plaire à tout le monde au lieu de me respecter moi-même. Est-ce que au contraire, ça t'induira pas sur des regrets? Dans le sens où est-ce que tout ça, ça comptait vraiment? Est-ce que essayer de ne pas décevoir Pierre parce que tu as pas fait son projet, ou est-ce que ne pas décevoir Marie parce que t'es pas allé à l'anniversaire de ta cousine qui était vraiment super important, mais qu'en même temps t'avais d'autres choses à faire et qu'on t'a prévenu à la dernière minute, est-ce que tout ça comptait vraiment? Est-ce que plaire à tout le monde, ça compte bien plus que te respecter toi-même et respecter tes besoins, respecter tes envies? Est-ce que tout ça, ça compte plus? Moi, ce qui compte, c'est surtout me respecter moi-même. Pour ma part, en tout cas. Parce que à partir du moment où tu te respectes toi-même, où tu respectes tes valeurs, où tu respectes tes principes, au fond, on aura beau, te dire: «Oui, là, tu m'as déçu» et cetera, mais tu sais que toi, en prenant cette décision-là, tu ne seras pas déçu. Tu sais que toi, en faisant cette action-là, tu au contraire, te seras pas déçu une nouvelle fois ou tu ne te seras pas abandonné toi-même. Donc avec ce point-là, ce qui est important, c'est vraiment de garder les personnes qui respectent tes limites, qui accepte le fait que tu donnes moins d'énergie aux autres parce que tu en gardes pour toi-même. Et à partir du moment où tu gardes aussi de l'énergie pour toi-même, bah en fait tu peux tout réussir dans le sens où tu sais que quoi qu'il arrive, même si les autres t'épuisent, t'as toujours quand même, allez, 20 à 40, voire 50% de... En fait, ouais, ce qui est bien, ce serait de faire 50-50. 50% d'énergie pour toi, 50% d'énergie pour les autres. Comme ça, au moins, tu es sûr que même si la batterie par rapport aux autres, en termes d'énergie, elle est à zéro,
bah, tu as encore quand même toute ton énergie pour toi. Et avoir cette énergie pour toi, bah, ça te permet ensuite de pouvoir faire des choses pour toi et accepter de dire non quand c'est pas bon, au contraire. Enfin, pour essayer de pratiquer, le fait de ne plus décevoir les autres, j'ai établi un petit peu, une petite liste d'exercices dans le sens où, on peut faire des micro-exercices et par exemple essayer pendant 1 à 2 semaines, de faire des micro-exercices de journaling. Des micro-exercices où tu apprends à dire non, des micro-exercices comme je t'ai donné précédemment ou même, juste d'écrire: «Bah tiens, aujourd'hui j'ai réussi à dire non, même si c'était refuser un cookie, j'ai réussi à refuser mon cookie, j'ai réussi à fixer ma limite avec, Jean-Claude, du travail parce qu'il voulait absolument me refiler son projet qui n'était pas le mien». Voilà, tu peux essayer de faire ça pendant 1 à 2 semaines et le niveau 2 de ce plan d'action, ça va être dans les 3 et 4 semaines, ça va être de dire non à des situations qui sont quand même plus importantes. Dans le sens des situations où tu sais qu'il y a une possible issue de décevoir l'autre et tu verras que quand tu as dit non, en fait, quand tu commences à dire non aux autres parce que tu te respectes aussi toi-même et tu te rends compte que en fait, les autres, ils vont aussi se mettre à te respecter parce que tu te respectes toi-même. Et le respect aussi, il passe par là. Quand tu te respectes toi-même, généralement, les autres, ils vont te respecter aussi. Enfin, le niveau 3, avec plus de 2 mois d'expertise, etc., c'est essayer d'avoir toutes les conversations difficiles que tu as toujours voulu éviter dans ta vie. Essayer de changer les choses dans une situation qui ne te plaît plus. Essayer de changer en fait de vie en quelque sorte et de changer tout ce qui va pas pour que vraiment tu mènes une vie qui soit en accord avec toi-même. Mais le plus important, c'est de pas brûler les étapes et aussi d'y aller à son rythme parce que en fait, ce qui compte, c'est surtout de faire les choses pour toi et de faire les choses avec toi et pas contre toi. D'accord? Et aussi, chaque non que tu vas dire, c'est pas une déception que tu vas créer envers les autres. Au contraire, c'est un non que tu vas dire, mais c'est une grosse victoire que tu vas faire pour toi. Et en fait, chaque non que tu diras et qui sont en accord avec toi-même, c'est une victoire pour toi. C'est pas une victoire pour les autres, c'est pas une déception pour les autres, c'est vraiment une victoire que tu fais pour toi, avec toi et main dans la main avec toi. Et tu peux tenir en fait un petit carnet de fierté dans le sens où tu dis: «Bah tiens, aujourd'hui j'ai réussi à dire non pour ça. Bah tiens, j'ai réussi à refuser ce projet. Tiens, j'ai réussi à aborder cette situation difficile». Et en fait, quand tu listes un peu toutes les fiertés que tu as fait, même si c'est des choses anodines, bah, en fait, tu te rends compte que tu as tes propres récompenses. Tu as tes propres, récompenses de ta performance à avoir refusé un cookie. Tu as ta propre, récompense d'avoir, tout simplement, j'en sais rien, dit non à ta copine qui voulait absolument sortir en boîte alors que toi, tu étais fatiguée, tu vois? Donc si je devais conclure cet épisode de podcast parce qu'il touche à sa fin, c'est tout simplement que l'authenticité, en fait, c'est ça qui va créer des liens plus forts et que les vraies amitiés ou même les vraies relations avec les autres, elles vont se construire quand tu oses, en fait, être toi-même, quand tu oses être sans masque. Et même si tu as peur de décevoir, le jour où juste tu admets que tu vois, tu vas mal ou que tu découvres quelque chose qui te plaît vraiment, etc. Compte, c'est vraiment juste d'être toi-même parce que à partir du moment où tu recommences à jouer un rôle et que tu vas dire bah, à tes proches que tu vas mal, d'un coup, tu vas te rendre compte de qui ils sont vraiment. Et si c'est des bonnes personnes, tu t'en rendras compte, mais si c'est des personnes qui sont mal intentionnées, tu t'en rendras compte aussi. Et en fait, tu déçois plus vraiment les autres à partir du moment où toi, tu ne te déçois plus toi-même. Parce qu'en fait, cette peur-là de décevoir, elle reviendra même plus. En fait, ça ne te viendra même pas à l'esprit quand, tu te diras: «Bon, bah, là, j'ai fait quelque chose pour moi, avec moi et seulement pour moi» et tu seras pas là à penser à si tu as déçu, Jean-Paul de la compta, si tu as déçu, ton tes parents, si tu as déçu ton frère, ta famille, tes cousins, ton meilleur ami, tes amis, tout ce que tu veux, tu t'en fous. Parce qu'en fait, tu sais que tu seras pas déçu toi. Tu sais que tu auras été honnête avec toi et tu sais que peu importe ce qui se passe, les gens, en fait, quoi qu'il arrive, quand tu es honnête avec toi-même, que tu te respectes toi-même et que tu sais aussi que tu ne dois pas te décevoir toi, les gens, en fait, ils se connectent au fond, pas à la perfection ou à l'image que tu renvoies, mais ils vont se connecter surtout à ta vérité et à qui tu es. À partir du moment où tu sais, qui tu es, bah, en fait, c'est déjà, ce qui compte parce qu'après, automatiquement, être qui tu es vraiment, ça va faire un tri dans le sens où les gens qui t'aiment vraiment, ils te respecteront avec tes qualités et tes défauts. Ils te respecteront avec tes limites
tes forces, tes faiblesses, le fait que tu dises oui, le fait que tu dises non à certaines choses. Alors que toutes les personnes qui vont s'éloigner, c'est que au fond, ils te respectaient pas pour qui tu étais. Ils te respectaient pas pour ce que tu voulais faire. Ils te respectaient pas par rapport à toutes ces choses-là. Et en fait, au final, c'est pas une perte, c'est juste une bénédiction parce que tu te rends compte que le fait d'être toi-même, même si tu déçois, j'en sais rien, une personne, bah ça l'éloigne juste de toi et au fond, c'est mieux parce qu'au moins tu bâtis de vraies relations qui sont basées sur les personnes qui t'aiment pour qui tu es et pas pour, d'autres choses. Et vaut mieux en fait 3 relations sincères que 50 qui vont t'épuiser. Puis ensuite, pour conclure cet épisode, il faut se rappeler que dans tous les cas, décevoir, c'est tout simplement humain et que tu as en fait cette liberté de décevoir. Tu as droit d'avoir peur de décevoir parce que rien qu'à partir du moment où tu vas commencer à l'admettre, ben, ça va te créer un peu moins d'anxiété, tu auras plus d'énergie, mais aussi tes sensations, elles vont revenir et tu auras l'impression d'être un peu plus aligné avec toi-même. Donc tu vois, tu n'as plus en fait vraiment besoin de porter un masque 24 heures sur 24 parce qu'en réalité aussi décevoir, c'est la preuve que tu es vivant, c'est la preuve que tu as tes propres besoins, tu as ta propre identité, tu as tes propres limites, tu as tes propres forces et tes propres faiblesses. Donc honnêtement, who cares? Juste be yourself. C'est important. Juste sois toi-même. Et après, le reste, que tu déçoives ou non, dans tous les cas, les gens, ils auront toujours un truc à redire. Ils te critiqueront toujours, quoi qu'il arrive. D'accord? Et comme, en fait, je vais finir ce podcast sur une citation de Dita Von Teese. Je sais pas si vous la connaissez. Mais elle a dit un jour que tu peux être la pêche la plus juteuse du monde. Il y aura toujours quelqu'un qui déteste les pêches. Et en fait, c'est exactement ça. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 8,3 milliards, je crois. Et on a beau être 8,3 milliards d'êtres humains sur Terre, toi tu existes, et il y aura toujours une personne parmi ces 8,3 milliards d'êtres humains sur Terre qui te détesteront, ou qui ne t'aimeront pas, ou qui te critiqueront, ou qui te diront tu m'as déçu. Et c'est important, parce que tu te rends compte que à cette échelle-là, sur 8,3 milliards d'êtres humains sur Terre, il y aura des gens qui t'apprécieront pour qui tu es, et d'autres pour qui tu n'es pas. Et même si tu es la plus parfaite et la plus belle et la plus rayonnante personne sur cette planète, que tout le monde t'aime, bah en réalité, il y aura toujours quelqu'un qui t'aimera pas, ou qui te critiquera. Et même si la guérison pour la peur de décevoir, c'est un chemin qui prend du temps, comme guérir chacune des peurs, en réalité, juste chaque petit pas que tu vas faire compte. Et tu mérites en fait de vivre une vie où tu peux respirer, où tu as pas en fait cette peur-là de décevoir, où tu as pas cette frayeur ou cette sensation que là tout va s'effondrer. Tu mérites de vivre en fait une vie qui est comblée, qui te rend heureuse et surtout qui va en fait te paraître honnête au point que tu craindras même pas de décevoir. Tu auras même plus cette peur de décevoir. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai une question pour toi. Toi, aujourd'hui, si tu, en fait, n'avais plus cette peur de décevoir actuellement, qu'est-ce que tu ferais et quelles sont les actions que tu ferais actuellement dans ta vie si tu n'avais plus cette peur-là? D'accord? N'hésite pas à me le dire en commentaire et aussi à me partager tout simplement ce que vous en avez pensé de cet épisode-là. J'aimerais bien que vous essayiez de faire par exemple une des choses que j'ai énoncées dans l'épisode pour soit identifier quelle est votre peur concernant enfin, quelle est la chose qui fait que vous avez peur de décevoir, ou alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cette peur de décevoir. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, et surtout rejoignez-moi dans la conversation de quel est votre premier nom. Pour ma part, mon premier nom, ça a été tout simplement de rompre avec mon copain. Et bon, c'est lui qui m'a quitté, mais mon premier nom, ça a été de dire non, tu n'as pas le droit de me mentir, tu n'as pas le droit de me traiter de la sorte. Et même si c'est lui qui a pris la décision, ça a été mon premier nom de le laisser partir. Voilà, je pose ça là. Et en attendant, n'hésitez pas, oui, comme je vous l'ai dit, à partager, commenter, écouter, vous abonner aussi, c'est sympa. Et comme ça, on se rejoint et on est de plus en plus nombreux. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez droit de décevoir. Et la prochaine fois surtout que vous aurez peur de décevoir, juste rappelez-vous que l'authenticité avant tout, c'est un super pouvoir. Et c'est votre super pouvoir. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode de Where Is She. Bisous!